moment qu'il y a eu ralliement autour d'eux. Mais les militaires dans leur ensemble en avaient ras-le-bol. Il y avait un groupe qui était fidèle, il y avait un autre groupe qui voulait faire un coup d'État depuis très longtemps. Nous le savions. Depuis qu'il y a eu des troubles en Guinée, depuis 2001-2002, il y a eu des troubles en Guinée, une certaine instabilité, et bien les militaires étaient prêts à prendre le pouvoir. Mais ils ont ménagé le chef de l'État. Donc dès que celui-ci est mort, évidemment, les velléités se sont fait jour, et c'est ainsi qu'on a empêché la continuation constitutionnelle du pouvoir en Guinée. C'est dommage, parce que ça nous met toujours en retard. Du fait que le président de la Cour suprême était invisible. Oui, donc quelque part, c'est ce qui a fait que vous n'avez pas assuré l'intérim du président. C'est ça. S'il était présent, dès 20h, on aurait annoncé le décès du président, mais on ne l'a pas retrouvé. Nous ne l'avons retrouvé que vers minuit. Et c'est ce qui a retardé. C'est pourquoi la publication du décès du président est venue très tardivement, je crois vers minuit 31h du matin. C'est à cause du président de la Cour suprême. Je le dis clairement. Vous lui en voulez pour cela peut-être? Pas du tout. Je ne lui en veux pas. Il a ses raisons pour lesquelles il n'a pas voulu se faire voir. Les analystes aussi disent que bien avant, que ce n'était pas la seule occasion, bien avant cela, bien avant la mort, déjà depuis qu'il vivait, il était grabataire, nous disons, et qu'à cette période, on pouvait déjà annoncer la vacance de pouvoir. Ah, vous savez, la Constitution est assez claire là-dessus. On dit, en cas d'empêchement majeur du chef de l'État, le président de l'Assemblée constate et saisit le président de la Cour suprême, et c'est celui-là qui prononce la vacance du pouvoir. Ce n'est pas le président de l'Assemblée, hein. C'est le président de la Cour suprême qui prononce la vacance du pouvoir. Mais qu'est-ce que c'est que l'empêchement majeur? Le chef de l'État, il était malade, certes, mais il recevait les délégations étrangères. Il discute avec les syndicats, il discute avec les partis politiques, il discute avec ses ministres. De quelle manière on peut-on décréter alors qu'il avait un empêchement majeur? Ce n'était pas évident. À l'actualité, vous connaissez bien le pays, vous le dites si bien, l'expérience au service du renouveau, c'était votre slogan de campagne, je le rappelle, vous étiez candidat à la dernière présidentielle. En ce moment même, le président Alpha Condé procède à des nominations au haut niveau, dont des anciens proches du président Lansana Conté. Comment se fait-il qu'Eladji Sombaré, qui connaît bien le pays, réponde absent de ce précaré? Écoutez, ça c'est la discrétion du chef de l'État. C'est lui qui sait pour quelle raison il nomme un tel ou un autre. Pour le moment, je crois qu'il n'a pas besoin de moi. S'il a besoin de moi, un jour, il me fait appel. Je ne m'en offusque pas, je ne m'en formalise pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai une certaine expérience de la Guinée. Ça, c'est certain. Sourdine, nous apprenons que entre le président et vous, c'est pas trop le grand amour. Nous apprendons, on ne sait pas. Est-ce que cela est vérifié? Quel président? Alpha Condé. Ah non, ça c'est pas vrai. Alpha Condé est un frère à moi. Il est né à Boké comme moi. Depuis toujours, nous entretenons de très bonnes relations. Même quand j'étais ambassadeur à Paris, il n'y avait pas de relation directe entre nous. Mais ce que je peux dire à son actif, il ne s'est jamais mêlé de mouvements violents contre la Guinée. Parlant de Boké, cette ville a été, cette préfecture a été choisie l'année prochaine pour accueillir les festivités marquant le 54e ou 53e anniversaire de l'indépendance de la Guinée. Vous qui connaissez bien Boké. Bon, c'est un choix heureux. Pour moi, de toutes les façons, c'est un choix heureux. Boké fait partie des premières préfectures de la Guinée parce que Conakry a été choisi comme capitale le 1er avril 1890, le 1er janvier 1890. À Boké, il y avait déjà un poste d'observation des Français depuis 1866. Donc, Boké dépendait directement de Saint-Louis en tant que protectorat français. Par conséquent, c'est l'un des premiers coins de pénétration de la colonisation française. Bon, deuxièmement, le professeur Alpha Condé, il a son cordon ombilical enterré à Boké. C'est affectif. Ce n'est pas rationnel, mais peut-être que ça peut compter pour lui. C'est symboliquement, en tant qu'Africain. Donc, si le choix tombe sur Boké, moi, je n'en suis que heureux. Et je souhaite que ce soit une occasion pour les fils de Boké de se retrouver et pour permettre à Boké également de jouir
des retombées de toutes ces sociétés qui investissent dans la région. Parce que depuis 1973, la bauxite quitte Bokeh, la meilleure qualité que le monde ait connue, 65 à 70% de teneur en bauxite. Les retombées sont très faibles à Bokeh, sinon presque insignifiantes. Jusqu'à aujourd'hui, Bokeh est dans l'obscurité. La route pour aller à Bokeh, c'est un calvaire. Donc c'est une occasion, je crois, pour que l'on revoie tout cela et que l'on puisse faire profiter à la population de Bokeh les retombées de toutes ces exportations que l'on fait pour l'ensemble de la Guinée. À côté de cela, nous avons appris que les robinets que vous permettez de vivre aujourd'hui sont fermés. C'est-à-dire vous ne recevez plus d'émoluments, vous êtes sans salaire, pourtant on sait que vous êtes un grand commis de l'État. Qu'est-ce qui explique cela? Pourquoi cela? Qui est à la base de cela? C'est le fait accidentel du coup d'État. Le coup d'État est survenu à la fin de notre trimestre, le dernier trimestre de l'année. Or, nos délégations de crédit sont faites par trimestre. Le dernier trimestre devait tomber après le coup d'État, en décembre. Et à eu coup d'État, on a tout interrompu. Nous n'avons pas de salaire, nous n'avons pas les indemnités de cession qu'on avait fait. Et même les fournisseurs auxquels on doit de l'argent, leurs chèques n'ont pas été honorés. Et depuis lors, nous sommes dans cette situation de blocage complet. J'espère que ça va s'arranger dans les jours à venir. Que peut-on faire pour arranger cela? Pour arranger cela, il suffit simplement que la décision politique soit prise de rembourser aux fournisseurs ce qu'on leur doit et de nous payer à nous ce qu'on nous doit. Concrètement, qui concrètement? Le Premier ministre, le Président de la République, ce sont eux qui peuvent prendre la décision politique. Parce que nous y sommes à l'Assemblée, nous parlons de l'Assemblée. Aujourd'hui, l'Assemblée n'existe pas officiellement. La Guinée n'a pas d'Assemblée depuis que vous êtes parti du pouvoir. C'est le CNT qui est là, qui assure l'intérim, disons quelque part comme ça, de l'Assemblée nationale. Votre regard là-dessus, les législatives qui peinent à venir depuis lors. Est-ce que c'est une situation normale que nous restions sans Assemblée nationale aujourd'hui? Non, évidemment, c'est la mise en place de l'Assemblée est le dernier acte de la transition. Ça ne va pas venir comme ça subitement, après une période de trouble. Moi, je crois qu'il faut privilégier actuellement le dialogue entre gouvernement et opposition pour que l'on puisse organiser des élections correctes, afin que l'on mette en place le troisième pouvoir qu'est l'Assemblée nationale. C'est indispensable. Sinon, les actes actuellement que l'on prend manquent de légalité. Il faut absolument que l'Assemblée soit mise en place pour compléter l'état de droit. Compléter l'état de droit, aujourd'hui, cela n'est pas rassurant pour les investisseurs qui, chaque fois, entendent que ça ne va pas en Guinée, il y a la guerre entre les politiques. Qu'est-ce que cela vous fait, vous qui avez été à un moment donné, oui, vous avez été le numéro 2 de l'État à l'époque. Qu'est-ce que cela vous fait aujourd'hui de savoir que c'est une législative peine à venir aujourd'hui? Écoutez, j'ai dit que c'est une question de dialogue. Il y a un manque de confiance de part et d'autre. Je crois qu'il faut rétablir le minimum de confiance et que l'on dialogue afin que l'on puisse aboutir à la mise en place de l'Assemblée nationale. Sinon, les hommes d'affaires qui sont aujourd'hui de très bonne foi peuvent se décourager à la longue. Parce que si les actes ne sont pas revêtus d'une légalité, ils n'ont pas de sens devant l'histoire. La CENI, qui est censée organiser les prochaines législatives, a fixé la date de la prochaine législative au 29 décembre prochain. Est-ce que vous pensez que cette date est tenable? Vous savez, ça dépend. Si les listes sont révisées, si tout est en place normalement, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire les élections du 29 décembre. Parce que ça a été annoncé il y a longtemps quand même. Bon, je crois qu'il faut accepter, il faut être de bonne foi pour accepter que l'on finisse en paix. En fait, c'est cette dernière étape de la transition. Je demande à tous les cadres d'accepter cela. On regarde sur l'actualité du pays, c'est vrai que nous parlons de l'actualité, mais on regarde aujourd'hui avec du recul, vous qui écrivez votre mémoire, d'ailleurs on va parler de ce mémoire tout à l'heure, vous qui écrivez votre mémoire lorsque vous faites une introspection sur l'actualité du pays. Je suis malheureux parce qu'il y a eu un recul par rapport à la Première République. La Première République avait mis en place un État moderne, et avait fait en sorte que